Bonsoir donc à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver sur Conferencia. De nouveau pour ceux qui me connaissent et enchantée pour ceux que je vais rencontrer ce soir. Donc, pour vous présenter un petit peu notre séance avant de la commencer. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de faire des conférences avec moi, vous savez que j'aime bien interagir avec vous. Là, on est très nombreux, donc on va peut-être le faire un petit peu, mais potentiellement un petit peu moins. Et donc, simplement pour vous expliquer un peu avant de commencer le déroulé de la séance. Alors, comme on parle de ce qui se passe après l'impressionnisme, je vais quand même d'abord commencer par vous présenter en quelques mots dans une introduction l'impressionnisme. Moi aussi, je suis très heureuse de vous retrouver, Micheline. L'impressionnisme, c'est-à-dire d'essayer ensemble de comprendre à quoi ça correspond avant de comprendre ce qui s'ouvre après. Et justement, ce qui s'ouvre après, c'est ce qu'on va essayer d'explorer ensemble, ce qu'on va appeler, souvent on regroupe sous le terme très large de post-impressionnisme. C'est peut-être quelque chose qui vous parle déjà. Et donc, on fera ça en plusieurs étapes, si vous voulez. Donc, on commence par une petite présentation de l'impressionnisme. Ensuite, je vous parle de l'exposition qu'on considère comme étant la rupture, l'exposition de 1886, la dernière exposition impressionniste. Donc, on considère en général qu'en 1886, c'en est fini du mouvement impressionniste. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore des artistes impressionnistes comme Monet qui continuent de travailler, bien sûr. Et en parallèle, va s'ouvrir cette période du post-impressionnisme, donc de 1886 à 1905-1910, qui regroupe plein de ramifications, plein de présentations. En effet, on parlera de l'évolution de Cézanne, puisque c'est lui que nous avons choisi pour ouvrir, pour présenter cette séance, mais en réalité, j'y arriverai un petit peu plus tard. Donc, ne soyez pas surpris si je ne vous parle pas tout de suite de Cézanne, puisque je commencerai déjà par vous parler de quelques grands courants. Alors, je vous les annonce déjà dans cette introduction, et ensuite, on les reprendra. Aujourd'hui, ensemble, on va parler de néo-impressionnisme. On les appelle aussi les pointillistes, peut-être que ça vous dit déjà quelque chose. On parlera un peu de synthétisme avec Gauguin, des nabis, toujours dans la suite de Gauguin justement, de symbolisme également. Et puis, on passera en dernière partie à ceux qu'on appelle les inclassables et qui donc font suite d'une certaine manière, ils sont liés d'une certaine manière à l'impressionniste, ça je reviendrai là-dessus. Les inclassables, ils sont au nombre de 4. C'est Toulouse-Lautrec, Gauguin, Cézanne et Van Gogh. Donc voilà, si vous voulez, les artistes qui vous nous accompagnez aujourd'hui. Donc l'objectif de cette séance, c'est vraiment de rester dans quelque chose d'assez large pour vous donner simplement un premier aperçu de ce que c'est cet après l'impressionnisme. Qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez, c'est une période entre l'impressionnisme et les avant-gardes. C'est pas encore, le cubisme. Qu'est-ce qu'il y a finalement entre l'impressionnisme et le cubisme? C'est un peu la question qu'on va se poser ce soir ensemble. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, il me faut bien sûr vous parler d'impressionnisme. Donc, de manière très originale, j'ai choisi pour aborder cette thématique de l'impressionnisme ce tableau de Monet qu'on appelle Impression Soleil Levant. Alors peut-être que vous vous doutez déjà de ce qui a justifié mon choix. Bien sûr, on considère que c'est un peu avec cette œuvre que naît le courant impressionniste parce que c'est elle qui va susciter la réaction d'un critique lorsqu'elle est présentée en 1874 à l'exposition des artistes donc indépendants et enfin à l'exposition de la Société des artistes. Cette œuvre est présentée et voilà que Louis le Roi parle d'impression, mais bien sûr avec un rejet de cette impression. Il est assez déçu, lui, de cette exposition et très critique. Et donc, généralement, on associe la naissance du courant impressionniste à cette œuvre, Impression Soleil Levant, en tout cas au terme, donc qui est à l'origine un terme critique, déjà parce qu'il il naît sous la plume d'un critique, mais aussi parce qu'il est négatif, évidemment, ce terme d'impressionniste, mais ces jeunes artistes vont s'en emparer, s'en saisir et finalement en faire la fer de lance de leur mouvement. Alors, peut-être qu'on essaye quand même déjà, on va en reparler, mais avant de parler de ce qu'il y a après l'impressionnisme, j'avais besoin qu'ensemble on définisse un petit peu l'impressionnisme. Alors je vais me permettre d'essayer de vous faire intervenir, même si vous êtes très nombreux. Essayez de me dire quelles sont les caractéristiques de l'impressionnisme, si vous en avez qui vous viennent en tête. Comment est-ce qu'on arrive, si on y arrive, à définir l'impressionnisme?
C'est tout l'enjeu et la beauté, de l'impressionnisme. Alors voilà, je vais prendre, hein, vos commentaires, à la volée. Mais il y a déjà de très grands éléments très importants qui se définissent. La peinture en plein air, en effet, vous avez tout à fait raison, et elle est parfaitement liée aussi aux conditions techniques de ces artistes qui travaillent alors que la révolution industrielle fait tout bouger, y compris la peinture. On va avoir des tubes beaucoup plus faciles à déplacer et donc on va beaucoup plus facilement sortir et travailler devant le motif. L'autre élément que je vois revenir très souvent, c'est cette touche très vibrante du pinceau. En effet, on s'oppose aux règles académiques et il y a quelque chose de très flou. Il faut bien se rappeler aussi qu'on est en pleine émergence de la photographie. Et donc ce flou, on peut le concevoir aussi comme une sorte de réponse à la photographie naissante et à la photographie qui se développe. En effet, si on continue de représenter des sujets du réel, on s'éloigne petit à petit d'un mimétisme parfait. Et je lisais aussi les sujets du quotidien. Ça, c'est vrai que c'est très important aussi pour les impressionnistes d'évoluer sur la question des grands sujets. On abandonne un peu les grands sujets religieux, les sujets d'histoire avec un grand H, pour déjà donner ces lettres de noblesse au paysage, hein, qui est un élément indispensable de la peinture impressionniste. Et aussi, donc, pour mettre les scènes de genre, les scènes du quotidien, alors quand même un quotidien très bourgeois. Hein. Pour les impressionnistes, on y reviendra peut-être un petit peu. Alors, voilà, là, on a déterminé ensemble quelques grands éléments. Il y en aurait d'autres, bien sûr, mais gardons cela en tête ensemble pour ce soir, si vous le voulez bien. Peindre en plein air, des sujets du quotidien, et cette touche très vibrante, très libre, et la matérialité de la peinture qui devient visible, si vous voulez, le geste de l'artiste est visible sur la toile. Alors par contre, je me permets de préciser tout de suite que bien sûr, toutes ces caractéristiques ne s'appliquent absolument pas à tous les peintres impressionnistes, et c'est ce qui fait la richesse et la beauté du mouvement, puisqu'on ne peut pas enfermer tous les peintres dans ces différents éléments que nous avons pu voir ensemble. Pourquoi? Parce que, eh bien, il n'y a pas de manifeste. Si vous voulez, si vous avez un peu je sais pas, le surréalisme en tête, par exemple, au XXe siècle, ou le futurisme. Ces artistes du XXe siècle, ils vont faire des manifestes, ils vont se réunir tous ensemble et dire « nous, on veut faire ça ». Il n'y a pas du tout quelque chose d'aussi organisé au sein du mouvement impressionniste, ce qui rend sa définition un petit peu plus difficile. Patrick, pour répondre à votre question, bien sûr, il y a des portraits peints par les impressionnistes, des portraits des uns et des autres, des autoportraits également, et si on parle de personnages, Degas, par exemple, est un impressionniste un petit peu à part, qui met au cœur de son œuvre des personnages. Alors, je vous montre très rapidement voilà, une caricature qui se moque des impressionnistes, parce qu'il faut bien imaginer que la réception est quand même très, très négative dans un premier temps. Et puis cette première exposition de 1874. Ensuite, les impressionnistes vont présenter ensemble des œuvres pendant 7 expositions différentes. La dernière étant celle de 1886. Autre chose sur laquelle je voulais revenir rapidement, donc c'est la différence entre ces artistes, et ensuite, promis, on passe au vif du sujet. Mais tout de même, parce que Degas me semblait être un exemple très intéressant. Vous voyez, ces danseuses bleues. Si on reprend les éléments qu'on a vus ensemble sur les danseuses bleues, oui, on peut cocher la case sujet du quotidion. Hein, c'est complètement un sujet du quotidien, parce que Degas, plutôt que de mettre les danseuses en scène pendant le spectacle, choisit de les montrer dans une sorte d'intimité, alors qu'elles ne sont même pas en train de danser, mais simplement de réajuster leur tenue, de s'observer les unes les autres, d'essayer peut-être de se détendre, ou donc un mouvement pour la jeune femme que vous voyez au premier plan. Donc, en ce sens-là, on coche notre case. Oui, il y a une touche très vibrante, très visible, en particulier dans l'arrière-plan qui est choisi par le peintre. Mais par contre, là où Degas ne correspond pas du tout à notre définition de premier abord, c'est que ce n'est pas de la peinture en plein air,
c'est une peinture profondément une peinture d'atelier, celle de Degas, ce n'est absolument pas une peinture spontanée. On peut avoir la sensation comme ça que tous les impressionnistes finalement sont sur le motif, capturent un instant, comme c'est beaucoup plus le cas pour Monet dans La femme à l'ombrelle, alors que Degas, lui, est un artiste qui travaille énormément avec des esquisses, avec des toiles préparatoires, avec ces petites sculptures qu'il modèle et ensuite il recompose ses œuvres. Autre élément qui me semble important en plus pour faire le lien avec la suite, c'est évidemment l'inspiration japonisante hein, pour ces artistes, la recherche de cadrages nouveaux, comme ça peut être le cas pour Marie Cassatt à droite. Elle vient aussi de l'étude des estampes japonaises et c'est ce qui m'inspire aussi le choix de La femme à l'ombrelle de Claude Monet, parce que je trouve qu'il y a un très beau rapport à faire ici, avec donc une œuvre de Monet qui est marquante de ce passage à Argenteuil et qui a été une source d'inspiration pour un réalisateur que vous connaissez peut-être de films d'animation japonais qui s'appelle Hayao Miyazaki dans Le vent se lève. Eh bien, tout à fait, hein. Moi, Paola, je rejoins assez votre avis. En tout cas, je pense en effet que l'impressionnisme ne peut pas être complètement dissocié de la photographie, tout simplement parce que donc la photographie dont on va dire l'invention est en 1839, explose complètement, dans ces années-là et certains artistes d'ailleurs s'appuient, utilisent la photographie, d'autres, au contraire, la tiennent à distance, mais la peinture doit se réinventer face à ce nouvel élément. Bref, imaginez donc nos artistes impressionnistes qui travaillent ensemble plus ou moins, puisque, ah oui, autre exemple, pardon, mais Manet, on pourrait avoir envie d'associer Manet à l'impressionnisme et on aurait raison d'une certaine façon, même si lui aussi, la peinture en plein air n'est certainement pas son sujet le plus essentiel. Mais Manet, par exemple, refuse de participer aux expositions impressionnistes. Parce que pour Manet, le changement doit se faire depuis le salon, depuis l'art officiel. Donc au contraire, Manet, il continue d'essayer d'intégrer le salon, il continue d'essayer d'être reconnu par cet art officiel qui lui ferme délibérément la porte et il va se maintenir à distance de ces expositions impressionnistes. On peut aussi choisir l'exemple de Cézanne, sur lequel je reviendrai plus tard. Cézanne expose à 2 reprises seulement aux expositions impressionnistes, 1874-1877. Après, c'est je ne dis pas qu'il ne gardera pas quelque chose d'impressionniste en lui, mais en tout cas, il choisira de prendre de la distance avec ce mouvement. Et il y a quelque chose que je trouve assez juste, c'est qu'il y a autant d'impressionnisme que d'impressionnistes. Donc, on ne peut pas vraiment enfermer ces artistes dans ce mouvement mais bon, on lui a, voilà, on lui a donné ce nom. Et pour vous parler, comme je vous le disais, de ce qui vient après, il fallait bien que je vous le présente en quelques mots. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ensuite en 1886 où vient la rupture avec le courant impressionniste? Eh bien, cette 8e exposition, elle va être tout à fait déterminante. Alors, il y a sur cette affiche des noms que très honnêtement, nous connaissons, nous avons un petit peu oublié ou nous connaissons beaucoup moins que d'autres, mais il y a aussi plusieurs choses à remarquer. Déjà, il y a des grands absents. C'est-à-dire qu'à cette 8e exposition impressionniste qui est surtout organisée par Berthe Morisot et par son époux, hein, c'est eux qui vont gérer l'organisation de cette 8e exposition en 1886, eh bien déjà, il n'y a pas de Monet, il n'y a pas de Renoir et il n'y a pas de Sisley. Et Monet, Renoir et Sisley, c'est quand même 3 noms absolument immenses et indispensables, normalement, du courant impressionniste. Donc c'est la première chose à noter, on a des grands absents. Des grands absents, pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de présenter leurs œuvres à cette exposition, parce qu'il finalement, il y a une rupture qui est en train de se mettre en place, et c'est pour ça qu'en général, c'est cette date qu'on choisit pour dire « là, c'en est fini », entre guillemets, de l'impressionniste, notamment à travers un texte dont je vais vous parler un tout petit peu plus tard. Bon, on n'a pas tout cela, mais il y a d'autres noms qu'on reconnaît quand même et qui nous parlent. Degas, Berthe Morisot ou Pissarro, pour nous, en effet, ce sont des artistes impressionnistes tout à fait importants. Mais il y a aussi d'autres noms, et peut-être que vous les avez déjà remarqués, qui sont un tout petit peu plus surprenants, n'est-ce pas? Comme Gauguin, par exemple. Alors, attention, Gauguin a ce qu'on pourrait appeler une période impressionniste. Je vous montrerai une des œuvres qu'il a exposées justement à cette exposition et j'essaierai donc de vous montrer
l'évolution de Gauguin par la suite, pardon. Bon, déjà, Gauguin, ça peut quand même un peu nous surprendre, parce que nous, quand on a Gauguin dans la tête, on ne l'associe pas forcément à l'impressionniste. Et en effet, je vois que certains d'entre vous ont remarqué deux noms aussi qui peuvent nous faire un peu tiquer, c'est ceux de Seurat et de Signac. Parce que Seurat et Signac, justement, sont les porteurs d'une nouvelle génération qui, en fait, s'oppose quand même à l'impressionnisme, on va y revenir ensemble, qui propose quelque chose de nouveau. Et en fait, il y a même un autre intrus, on va dire, c'est que Pissarro, Camille Pissarro, eh bien, lui aussi, à ce moment-là, pratique donc moi, je vais appeler le néo-impressionnisme, mais qu'on peut aussi tout à fait appeler le pointillisme, en effet. Donc, c'est une exposition, et d'ailleurs, qui, vous voyez, n'utilise plus le qualificatif impressionniste déjà, parce qu'on est un peu à la limite, et qui, je ne sais pas, c'est, excusez-moi pour l'expression, mais c'est le ver dans le fruit, en tout cas, une exposition qui met déjà en valeur ces nouveaux courants. Et je suis tout à fait d'accord aussi pour souligner le nom d'Odilon Redon dont je vous parlerai, parce que pour moi, en tout cas, j'ai choisi de l'intégrer dans cette conférence, je vous le présenterai un peu plus tard. Le symbolisme peut être compris comme une forme de réponse à l'impressionnisme. Et on parlera des nabis également. Absolument, Pissarro est responsable d'une certaine manière de l'entrée de Seurat et de Signac dans les discussions qu'il y a. Pissarro, lui, est devenu assez proche de Seurat, justement, et c'est lui qui va pousser pour que ces deux artistes soient présents lors de cette exposition. Donc, vous voyez que rien qu'avec les noms qui s'affichent, on sait qu'il est en train de se passer quelque chose. Je reviendrai sur les différents noms qu'on peut donner à ce courant que vont porter Seurat et Signac, enfin surtout Seurat, et dont Signac et Pissarro suivront le cours. Alors voilà, simplement, là aussi, petite question peut-être, qu'est-ce que vous pensez de ces vaches au repos de Gauguin, donc de 1885, et qui sont présentées à cette fameuse exposition impressionniste? Je vous laisse jeter un coup d'œil et y répondre, et en attendant, je vous parle de la brochure que je vous ai mis à gauche, Les impressionnistes en 1886, qui est donc publié par Félix Fénéon. Et Félix Fénéon va devenir le grand défenseur justement de Seurat, de Signac. Il met en valeur leur nouveauté et d'une certaine façon, il enterre l'impressionnisme avant l'heure. En tout cas, il considère, lui, déjà cette exposition comme un moment de rupture. Finalement, les impressionnistes maintenant appartiennent au passé et c'est à la jeune génération qu'il faut s'intéresser. Cette nouvelle génération, ces nouvelles propositions, eh bien, elles émanent de Seurat et de Signac. Alors, je termine un tout petit peu sur l'impressionnisme, puisque maintenant, on va le laisser de côté. On va laisser Monet et les autres de côté et s'intéresser aux propositions qui vont suivre. Et ça me semblait important quand même de souligner que, bien sûr, Monet continue de travailler. Et Monet continue une veine impressionniste. Je veux dire, par la suite, on aura bien sûr la série des cathédrales, on aura les nymphéas à la fin de sa vie, qui appartiennent toujours à l'impressionnisme, et un impressionnisme qui devient très personnel et qui, si vous voulez, qui ne fonctionne plus comme un mouvement d'artistes qui travailleraient ensemble. C'est surtout ça. C'est une sorte d'éclatement de ce qui a été pendant un moment un groupe, n'en est plus un à partir de 1886. Mais ça ne veut pas dire qu'en 1886, plus personne ne fait de l'impressionnisme, évidemment. Ce serait trop facile si on avait des dates comme ça. Alors, en effet, il y a déjà un petit jeu de couleurs qui est très cher à Gauguin, puisqu'on voit des reflets orangés et jaunes sur le dos de cette vache, et puis un orange presque un peu trop intense, je dirais, pour celle-ci, mais quand même, on est très très loin de ce que Gauguin fera, mais ne serait-ce que 3 ans plus tard. Il va y avoir une immense rupture aussi chez Gauguin à la fin des années 1880, parce qu'il faut imaginer donc que Gauguin arrive à Paris en 1871, qui va se familiariser avec les impressionnistes au milieu des années 1870 et surtout avec Pissarro à la fin des années 70. Et donc Gauguin, à ce moment-là, est extrêmement influencé par Pissarro. Et écoutez, d'un point de vue formel, ici, on est quand même tout à fait, je crois, dans ce qu'on pourrait qualifier d'une toile impressionniste. On a une représentation de la nature avec une touche très vibrante, un motif qu'on peut imaginer en plein air, une scène du quotidien qui s'intéresse à la nature, le jeu de la lumière qui en effet donne des teintes différentes aux feuilles des arbres. Vous avez raison, il y a ce côté mouvement, c'est ça aussi l'impressionnisme, capter l'atmosphère, capter le vent qui passe dans les feuilles, et c'est quelque chose qu'on voyait aussi avec la femme à l'ombrelle.
Alors, Pont-Aven, c'est un tout petit peu plus tard et en effet, c'est ce qui sera, à mon avis, à l'origine de la rupture chez Gauguin. Mais ça me semblait, et tout à fait, vous avez raison Alice de le souligner, le jeu sur l'eau, tout ça, c'est des sujets qui sont fascinants pour les impressionnistes parce que la question, c'est aussi un peu, je crois, comment est-ce qu'on arrive à mettre sur la toile un instant qui est d'une brièveté extrême. Ça dure une seconde, ce moment de nature qu'on cherche à représenter et donc on a besoin de ce flou et de cette vibration pour capter eh bien, cette évolution permanente du reflet, du scintillement, de l'évolution donc de l'eau. Et donc je crois voilà, qu'à ce moment-là, Gauguin est encore très très marqué par Pissarro. Alors on pourrait se dire, waouh, la rencontre avec Seurat et Signac, ça va lui faire quelque chose. Peut-être que vous le savez déjà, Gauguin n'est pas du tout sensible à Seurat et Signac. Il a une expression un peu étrange, c'est ripipoint, pour qualifier leur travail pointilliste. Donc plutôt un rejet. Et en effet, je crois que Serge, c'est là ce qui oppose Gauguin et les pointillistes, c'est que Gauguin, lui, va aller vers la couleur en aplat pour la force de la couleur. Pour lui, ça va être avec ces aplats qu'on commence à voir apparaître, mais vraiment encore très doux, je crois, ici, hein, mais qui vont devenir absolument essentiels dans l'art de Gauguin, alors que c'est tout à fait l'opposé qui va être la logique donc des artistes que nous allons découvrir ensemble. Donc, maintenant que nous savons à quoi correspond l'impressionnisme, qu'on a choisi notre date de fin pour le cœur de ce mouvement, donc 1886, on va s'intéresser à d'abord ces grands courants, c'est-à-dire ceux qui vont avant les inclassables, ceux qui vont essayer de s'organiser en groupe, travailler ensemble ou en petits groupes en tout cas. Et j'ai choisi moi de m'arrêter en 1905, même si j'ai fait une exception pour une œuvre qui est un petit peu plus tardive, vous le verrez, avec le fauvisme. Donc moi, je m'arrêterai pour les grands courants avec le fauvisme. Oups, excusez-moi, je fais une petite fausse manip. Voilà. Passer à la slide suivante si j'y arrive. C'est parti. Alors, Marie-Thérèse, absolument. C'est très simple d'avoir accès au texte de Félix Fénéon. Et n'hésitez pas parce qu'en plus, il n'est pas très long et assez facile à lire. C'est vraiment un peu comme un... Alors, excusez-moi, peut-être que je grossis un peu le trait en disant ça, mais un salon à la Diderot, c'est-à-dire qu'il se promène dans les salles et il explique ce qu'il voit dans ces salles. Et où est-ce que vous le trouvez alors? Eh bien, tout simplement sur Gallica. C'est un site que vous connaissez peut-être déjà. Gallica, c'est le site de la BNF, donc Gallica, et vous tapez Félix Fénéon 1886 impressionniste et vous devriez le trouver très facilement. Il est tout à fait numérisé sur la bibliothèque numérique de Gallica. C'est parti donc maintenant pour vous parler un petit peu du néo-impressionnisme. Qu'est-ce que ça s'agit? Alors, de quoi s'agit-il? Pourquoi est-ce que j'utilise ce terme? Eh bien justement parce que c'est celui de Félix Fénéon et c'est celui aussi qui sera repris par Signac et Seurat. Donc je vais plutôt m'attacher à celui-ci qu'au terme de pointillisme et divisionnisme. Mais ceci dit, tous marchent, hein, si vous préférez, si ça vous semble plus clair de parler de pointillisme ou de divisionnisme, n'hésitez pas. Moi, je vais essayer de parler de néo-impressionnisme, même si je me permets de préciser tout de suite que pour certains, c'est une aberration de parler dans l'art de Seurat de néo-impressionnisme. Pourquoi? Parce que néo-impressionnisme, ça sous-entend bien sûr le nouvel impressionnisme. Et pour certains historiens de l'art, au contraire, Seurat fait de l'anti-impressionnisme, c'est-à-dire qu'il propose quand même quelque chose de radicalement différent, de trop différent si vous voulez, pour être qualifié de néo. Donc, ah ben super, vous avez le lien donc maintenant pour l'œuvre de Félix Fénéon dans le chat pour ceux que ça intéresse. Donc, qu'est-ce qui se passe avec une baignade à Asnières? Alors, je précise déjà que cette baignade n'a pas été présentée en 1886, elle est même présentée avant, parce que, évidemment, quelques années avant, les choses ont déjà commencé à évoluer. Notre Seurat, c'est un jeune artiste qui a suivi des études tout à fait classiques aux Beaux-Arts de Paris et qui va développer un style tout à fait intéressant avec notamment cette baignade qui va être présentée en 1884 au Salon des Indépendants. Et qui va déjà faire parler d'elle, qui va capter l'attention d'un certain nombre d'artistes et on la considère un peu comme étant à la naissance du néo-impressionnisme. Alors pourtant, on n'est pas encore dans ce divisionnisme de la touche à précisément parler. Est-ce que vous voyez ce qui change par rapport à l'impressionnisme?
qu'est-ce qui change par rapport à ce qu'on a déjà pu voir ensemble de l'impressionnisme, même si je réalise que je suis passée très rapidement dessus, peut-être que ça vous saute déjà aux yeux. Je vous laisse regarder rapidement l'œuvre et je me permets de préciser. Exactement. Je me permets de préciser que Seurat va aussi être très, très influencé par les sciences. C'est d'ailleurs aussi ça que Gauguin, je crois, lui reproche. Alors vous avez raison, il y a quelque chose de beaucoup plus net dans le dessin des figures, ce qui peut surprendre quand on parle de divisionnisme. Mais il y a quelque chose aussi de plus classique dans l'organisation. Je crois quand même que Seurat est très, très imprégné de classicisme. Et d'ailleurs, souvent, on dit qu'il a justement une sorte de fusion entre le classicisme qu'il a étudié, et même on peut penser aux frises antiques qu'il admire, et l'impressionnisme qu'il a regardé également. En effet, ce n'est pas du tout naturel et beaucoup plus figé. Il y a quasiment pas de mouvement. Au contraire, il y a une sorte d'immobilité un peu étonnante et un silence souvent qui pèse dans les œuvres de Seurat. Alors là, on a des oppositions. Maintenant, on peut se demander, mais alors néo-impressionnisme, est-ce qu'on a quand même une filiation? Oui, forcément, il y a une forme de filiation dans le choix du sujet. Là, on a un sujet en extérieur, un sujet du quotidien et un sujet parisien ou presque. Vous avez tout à fait raison, Thierry. Un sujet parisien ou presque, donc, puisqu'on est à Asnières, du côté du pont de Courbevoie. Et en effet, je reviens peut-être un tout petit peu sur les théories scientifiques qui ont influencé Seurat. Il y en a plusieurs en réalité. En effet, il y a des théories sur la lumière de Chevreul, mais il y a aussi des théories très importantes sur justement la division de la touche et la perception optique de la couleur. Alors il y a plusieurs, il y a Charles Blanc et Charles-Henri ensuite, de Charles, que Seurat va beaucoup lire. Donc la première sur la division optique dit que la couleur est plus intense, plus forte quand elle n'est pas mélangée. C'est-à-dire que plutôt que de mélanger les couleurs sur la palette, on va avoir quelque chose de plus intense pour l'œil si elles sont séparées. Et donc forcément, ça, vous comprenez combien ça a pu influencer Seurat ensuite dans la pratique de son art. Et Blanc, c'est un petit peu différent. C'est peut-être pas exactement la même approche scientifique, mais pour Charles Blanc, l'idée, c'est que bien finalement, ou Henri, je ne suis pas sûre de ne pas les mélanger un petit peu là. Mais l'idée que la peinture est régie par des lois. Il y a des lois qui peuvent expliquer comment fonctionne la peinture et c'est-à-dire que, par exemple, une ligne ascendante, un mouvement vers le haut, va amener de la joie. Et les couleurs froides vont amener de la tristesse, c'est les couleurs chaudes de la joie. Je simplifie globalement, rien de très novateur, vous me direz, parce qu'en réalité, des théories sur la couleur, on en a lu énormément avant celle-ci, mais ce sont celles publiées à la fin du 19e siècle qui vont particulièrement marquer Seurat. Retenez en tout cas que c'est un art qui va être profondément codifié et qui va beaucoup s'intéresser à la science. Autre chose que je voudrais pas être trop longue non plus sur Seurat, mais ça me semble indispensable de le préciser quand même. On a un petit changement quand même de paradigme ici par rapport au sujet qui est choisi. C'est-à-dire que les impressionnistes vont quand même être assez rapidement qualifiés de peintres bourgeois. C'est-à-dire que quand on regarde l'œuvre de Marie Cassatt, L'été que je vous montrais précédemment, ou les œuvres de Monet, en effet, ce sont les loisirs bourgeois qui sont mis en avant. Alors que pour Seurat, ça va être les loisirs de la petite bourgeoisie et des ouvriers, souvent, qu'il va traiter. Et absolument, nous, avec les pixels, on a une approche qui peut être assez différente, forcément, du divisionnisme. Et c'est important parce que, autre chose, je vais passer très rapidement dessus, mais comme ça, vous l'avez un petit peu en tête. Les impressionnistes se sont quand même, pour la plupart, tenus très à distance des engagements politiques. Ce qui ne va pas être le cas des néo-impressionnistes, mais enfin, ce qui n'est pas le cas de Pissarro non plus, qui sont très marqués par les mouvements anarchistes notamment. Seurat, en tout cas, Félix Fénéon également, Pissarro aussi. Et donc, voilà, on change, on montre autre chose. Et là, c'est le monde ouvrier qui s'ouvre à nous. Parce qu'en fait, une baignade, pour nous, évidemment, ça évoque l'activité de se baigner. Mais en fait, la référence à la baignade, c'est ce banc de sable que vous avez ici. Et c'est un banc de sable qui s'est créé parce qu'on amène les chevaux jusque-là pour se baigner. Alors oui, Caillebotte, c'est encore un cas que je trouve assez particulier, mais vous avez raison, qui va avoir
une intention sociale plus présente, mais qui est aussi un peu difficile à classer parmi les impressionnistes. Caillebotte, hein, c'est un trait qui est extrêmement soigné. On n'a pas exactement la même vibration que dans les œuvres de ces artistes qu'il admire. Et il est un peu comme Degas, je trouve, et un peu difficile à rattacher aux impressionnistes, malgré sa participation et son importance, évidemment, et notamment à travers la collection des œuvres de ses amis. Donc voilà déjà en quelques mots pour la baignade. Alors, on n'a pas encore cette touche parfaitement divisée, même si je ne sais pas si vous le verrez dans le PowerPoint, mais Seurat a repris le chapeau ici et a commencé à y apporter ces touches. Quelque chose d'important aussi, c'est que ce sont des ouvriers ou la petite bourgeoisie qui sont mis en scène, mais hors de leur activité de travail, avec une exception. C'est la barque que vous voyez au centre, où là, on peut imaginer des vrais, vous me pardonnerez l'expression, bourgeois, et un rameur qui est le seul à travailler dans cette œuvre. Donc ça, c'était une première œuvre de Seurat. Celle qui est la plus parlante sans doute, c'est un dimanche après-midi à la Grande Jatte, donc sur l'île de la Grande Jatte, où cette fois-ci, c'est le loisir bourgeois, bien sûr, qui s'invite dans l'œuvre de Seurat, et le pointillisme, le néo-impressionnisme porté beaucoup plus loin, ici avec vraiment une division de la touche pour réaliser les différents éléments. Et même si Félix Fénéon apprécie cette œuvre et qu'il la célèbre, vous vous en doutez peut-être déjà, pour la plupart des autres, c'est une réception beaucoup plus critique. Et absolument, Maximilien Luce, qui appartient aussi au néo-impressionnisme, en tout cas, qui est proche de ce courant pendant un certain nombre d'années et qui est exposé dans la dernière salle du musée d'Orsay maintenant, est tout à fait investi et va prendre la commune comme un de ses sujets. Et absolument, Marie-Christine, c'est quasiment le même endroit, mais eh bien, Seurat s'est déplacé. Il a changé d'angle, il est passé de l'autre côté, et donc il nous montre la rive opposée et prise d'un point de vue différent, et paf. Et en fait, ils fonctionnent ensemble, hein, ces deux tableaux. Donc ici, on a les ouvriers et la petite bourgeoisie, et de l'autre côté, la bourgeoisie qui profite donc à la Grande Jatte. C'est un tableau qui va lui prendre 2 ans. Ah oui, autre chose sur lequel je voudrais revenir sur le néo-impressionnisme et dans ses différences avec l'impressionnisme. Et c'est pour ça que parfois certains disent mais c'est pas possible de les mettre dans la même catégorie. C'est que, alors déjà on a des très grands formats. Hein, vous voyez les dimensions 2 mètres sur 3 mètres, même s'il y a quelques exceptions dans l'art impressionniste, ce n'est pas les formats habituels de ces artistes. Là, Seurat cherche vraiment à donner des lettres de noblesse à la nouvelle méthode qu'il est en train de développer. Et autre chose, c'est qu'il passe énormément de temps à faire des études préparatoires. C'est plus du tout de la peinture en plein air, enfin plus du tout. Il se rend à l'île de la Grande Jatte, il fait des croquis et puis il rentre travailler chez lui en atelier. Donc peut-être plus à la manière d'un Degas déjà. Il explique d'ailleurs dans ses échanges avec Félix Fénéon que c'est comme ça que sa journée se divise. Le matin, il est à l'extérieur et l'après-midi, il rentre travailler. Donc on a une trentaine d'esquisses, je crois. Et on a des huiles, des petites huiles qu'il appelle ses croquetons, et puis des dessins. Mais il va vraiment travailler et penser sa composition. De nouveau, on a énormément de personnages qui sont un petit peu figés dans leur attitude, avec toujours ce rapport un peu de frise, hein, et puis aucune communication entre eux. Quelque chose d'un peu froid quand même parfois, hein, dans les œuvres de Seurat. Alors Signac va déplorer la réception relativement catastrophique de cette œuvre, puisque à part quelques admiratifs, hein, comme je vous le disais, les critiques sont très négatives. On va reprocher à Seurat d'évoquer la prostitution, puisque c'est aussi un lieu de rendez-vous que l'île de la Grande Jatte, et on va finalement, toutes les critiques se focalisent surtout sur ça, plutôt que de voir ce qu'il peut apporter en termes de modernité. Mais ça fait partie des œuvres qui sont exposées en 1886. C'est pareil, je vous fais un tout petit aller-retour. Vous voyez qu'on a ce tableau de Gauguin, donc qui lui appartient vraiment à la fin de l'impressionnisme, et en parallèle, ce tableau de Seurat. Et ça va créer un effet un petit peu particulier, c'est qu'on va avoir l'impression qu'ils sont un peu vieillissants, nos impressionnistes, si vous voulez. Le fait de les avoir dans la même expo, ça va marquer vraiment le fait que l'impressionnisme a peut-être lui aussi besoin d'évoluer.
Alors, j'avance un peu qu'on est temps de parler de tout et je vous présente de ce qu'on pourrait considérer comme une œuvre pointilliste de Pissarro, puisqu'on en a discuté ensemble. En effet, Pissarro, lui aussi, se plonge pour un moment dans le courant néo-impressionniste. Ça le passionne, cette idée donc de division optique et de créer une intensité de la couleur avec de la couleur pure. Mais je crois que je l'ai lu dans les commentaires, finalement, Pissarro ne va être divisionniste que pendant un certain temps, alors qu'il s'est installé à Éragny. Est-ce que vous pouvez comprendre, est-ce que vous avez déjà une petite idée de pourquoi Pissarro, finalement, par la suite, à la fin de sa carrière, revient à un impressionnisme beaucoup plus conventionnel? Qu'est-ce qui peut pousser un artiste qui s'est intéressé à cette technique à finalement y renoncer? Est-ce que vous pouvez concevoir quelles sont les contraintes, peut-être les limitations exactement du néo-impressionniste? La première chose, c'est que c'est extrêmement long. Et d'ailleurs, je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion de faire des études, mais moi, j'enseigne aussi en école de graphisme. Je leur enseigne l'histoire de l'art, hein. Mais ils ont eu un cours de pointillisme pour apprendre justement la division de la touche. Et en général, quand les élèves ressortent de cette classe, ils considèrent que c'est leur classe la plus pénible parce que c'est extrêmement long et on met beaucoup plus de temps à réaliser un tableau avec cette technique que si on a une touche beaucoup plus libre. En effet, vous êtes complètement dedans. Donc déjà, c'est très long, donc ça peut être pénible. Mais en plus, on produit moins. Et Pissarro voit en effet ses revenus baisser parce qu'il est incapable d'aller aussi vite que ce qu'il pouvait faire auparavant. Et puis vous avez raison, absence de succès, en tout cas dans son entourage et notamment auprès de son marchand. Le grand marchand de Pissarro, c'est le grand marchand des impressionnistes, c'est-à-dire c'est Paul Durand-Ruel. Et Durand-Ruel n'est pas sensible à cet art-là. Donc c'est vrai qu'il faut nuancer quand même. Le fait que Pissarro renonce au néo-impressionnisme, c'est pas uniquement des raisons esthétiques, c'est aussi des raisons purement pratiques. Et le fait qu'en effet, il doit nourrir sa famille. Il y a quelque chose d'autre que je voudrais préciser, et ça je crois que c'est quand même assez important, c'est que le fait de travailler longtemps, bon, alors ça peut être pénible, mais exactement Sylvie, c'est ce que j'allais dire, ça manque de spontanéité. Là où, quand on est face à l'œuvre, l'artiste impressionniste veut cette liberté de capter la lumière en une seconde, l'attraper, eh bien, il ne peut pas le faire quand il est un artiste pointilliste. Au contraire, c'est une œuvre de composition. Donc une œuvre qui va parfaitement correspondre à la logique de Seurat qui travaille en atelier, mais pas du tout à celle de Pissarro qui, lui, veut continuer à travailler devant la nature, hein, même quand sa vision ne lui permet plus, enfin quand sa santé, on va dire plutôt, ne lui permet plus, il travaille à sa fenêtre pour pouvoir voir la nature autour de lui. Savoir qu'Éragny, ça reste un lieu très important dans la carrière de Pissarro, un moment de stabilité, un moment justement où il renoue avec ce mode de vie, ou en tout cas il se sent peut-être en adéquation avec le mode de vie idéal qu'il a à l'esprit. En tout cas, il va embrasser pour quelques années ce mode de travail et finalement l'abandonner. Et au milieu des années 1890, il écrit une lettre à son fils dans laquelle il dit, je ne cite pas parfaitement Pissarro, mais en gros, qu'au lieu de motiver, de créer un élan chez l'artiste, la technique néo-impressionniste, elle l'ankylose et le glace. Ça, ce sont les deux mots qu'utilise Pissarro, ankylosé et glacé. Et je crois que c'est surtout lié donc à ce temps d'exécution qui va lui poser problème, même s'il a énormément admiré quand même ces artistes pendant un temps. Alors, je repasse à une œuvre de Seurat et ensuite, promis, je vous présente Signac avant de passer à la suite. Mais le cirque, ça me semblait quand même une œuvre tout à fait intéressante à vous présenter et pour vous montrer que Seurat aussi est capable d'introduire le mouvement et notamment avec cette logique, encore une fois, des ascendances, des lignes ascendantes, pardon, qui créent le dynamisme et la vitalité et qu'il a envie d'intégrer dans son travail. Parce que ici, c'est quand même une œuvre qui est absolument pleine de mouvements et pourtant, il n'a absolument pas abandonné sa technique pointilliste. C'est aussi la dernière œuvre de Seurat.
Et parce que peut-être que certains d'entre vous connaissent très bien Seurat, mais vous avez peut-être remarqué que quand on parle de Seurat, on montre quasiment toujours les mêmes œuvres. Alors qu'avec les autres, quand même, parfois on se permet des petits écarts. Avec Seurat, on n'a pas tellement le choix, en fait, parce qu'il meurt de manière très très précoce d'une angine de poitrine après la réalisation de ce tableau. Et comme il a passé énormément de temps à chacun de ces grands formats, je ne dis pas que ces 3 œuvres sont les seules de Seurat, mais c'est pour ça hein, que ce sont en général celles-ci que vous verrez qu'il y a très peu de Seurat dans les collections. Nous, en France, le seul grand Seurat qu'on ait, c'est celui-là. C'est grâce à Signac, d'ailleurs, parce que c'est Signac qui en hérite, qui va le vendre à un collectionneur, mais à condition qu'il soit donné aux collections publiques par la suite. Bref, je retourne au cirque rapidement. Déjà, le sujet, de nouveau, on s'inscrit chez les impressionnistes ou post-impressionnistes, mais Renoir a traité le cirque, Degas, Toulouse-Lautrec, ça c'est vu et Seurat s'emporte d'un sujet qui plaît. Il y a encore cette notion, sans aller jusqu'à la dénonciation politique, en tout cas cette volonté de montrer les différentes classes sociales en présence. Et si vous regardez les gradins, c'est là que ça se passe. Puisque dans les banquettes confortables du premier plan, eh bien, vous avez la bourgeoisie. Dans les banquettes moins confortables, on voit que les vêtements sont moins élégants, les chapeaux sont plus simples. Et puis, attendez, je pousse ma tête, voilà. Ici, vous avez donc les places les moins chères, on n'est pas assis, on passe ses bras au-dessus pour regarder le spectacle. J'imagine, oui, Nicole, que vous voulez dire que c'est qu'on arrive vite au bout peut-être de la pratique, mais vous allez voir ce que Signac en a fait et vous me direz ce que vous en pensez. Je ne vais pas m'étendre sur tout, simplement ici. Seurat joue avec les 3 couleurs primaires, hein, et comme les 3 couleurs primaires finalement, en les associant, peuvent créer toutes les autres. Mais il y a une palette chromatique extrêmement restreinte. Et puis, il fait quelque chose quand même de très moderne, même s'il n'est pas le seul à le faire à ce moment-là, c'est de jouer avec la perspective. Seurat fait une erreur, entre guillemets, hein, mettez des gros guillemets autour d'erreur, de perspective ici, puisque les gradins, vous voyez que la fosse du cirque, forcément, est circulaire, et les gradins ne suivent pas ce mouvement circulaire, ils sont parfaitement rectilignes. Pourquoi ? Parce que dans ces grandes lois scientifiques, règles de l'art que Seurat a lues et dont il est imprégné, le mouvement, il va être créé par ces formes circulaires, mais si on veut évoquer l'immobilité, alors il faut cette ligne horizontale. Et ce qu'il veut montrer, lui, c'est la rupture entre le dynamisme de ce qui se passe sur cette scène de cirque et en parallèle l'immobilité des spectateurs qui l'observent. Donc pour aller avec cette logique, il fait un affront à la perspective classique. Autre erreur, et de nouveau, mettez les guillemets, c'est le cheval. Qu'est-ce qui ne va pas avec le cheval? Est-ce que vous connaissez la grande bataille de Muybridge? Pardon pour cette prononciation, Muybridge, on va le dire à la française, dans les années 18... Enfin, qui s'étend sur toute la deuxième moitié du 19e siècle. Et puis, bien sûr, maintenant, nous, on en a peut-être plus l'habitude. Exactement. Tout s'envole. Alors que Muybridge a présenté, hein, grâce à la chronophotographie, l'étude du mouvement du cheval. Et on sait qu'en effet, en tout cas, il ne les a pas comme ça. Il les a repliés sous lui, le cheval, normalement. Mais, et évidemment, Seurat le sait. Autant peut-être que Messonnier ne le sait pas, mais Seurat le sait. Par contre, il fait le choix de faire l'impasse sur cette découverte parce que ça donne un côté envol du cheval qui lui semble beaucoup plus parlant dans le cadre de sa représentation. Voilà pour la dernière œuvre donc, de Seurat que je voulais vous présenter. Et j'ai fait le choix donc, de vous montrer une œuvre plus tardive de Signac. Mais parce que ça me semblait intéressant de vous la montrer. Donc on est en 1916, on est encore sorti du courant post-impressionniste. Mais je crois que ce nuage rose, il est tellement séduisant et tellement repris que c'est celle-ci que j'ai fait le choix de vous présenter. Donc bien sûr, Signac va être un amoureux d'Antibes et de la Méditerranée surtout et va devenir le grand peintre néo-impressionniste du Sud. Alors, ceci dit, lui aussi quand même a pris ses libertés. Alors,
comme je ne pouvais pas toutes les mettre et je me connais, je suis très bavarde. Mais si vous voulez voir un Signac un peu plus dans les règles de l'art, vous irez chercher l'âge d'or, hein, l'âge d'or de Signac, qui est réalisé dans les années 1890, correspond plus à ce qu'on a vu ensemble. Mais ça me semblait important de vous montrer, puisque en effet, je crois que, voilà, Nicole, vous disiez que ça ne mène pas à grand-chose. Mais en effet, je crois que vu les règles qui sont imposées par ce courant, on se doutait qu'au bout de quelques années, voilà, Pissarro retourne à l'impressionnisme et Signac, lui, va proposer autre chose, va continuer à conserver énormément des éléments qui avaient été portés par Seurat, mais en allant plus loin. Vous voyez, en proposant autre chose. Et alors, pourquoi est-ce que c'est pas tout à fait pareil? Peut-être qu'on retrouve en effet ces petits points qui font un peu comme des pixels, mais ils sont beaucoup plus larges cette fois-ci. On n'a pas du tout, en fait, c'est plutôt que des points, ce sont des touches hein, qui sont associées les unes aux autres, mais toujours avec cette logique de la couleur pure et ces harmonies chromatiques pardon, de rose et de bleu qui sont tout à fait particulières à Signac dans ces années-là, avec les touches de jaune et d'oranger qui viennent ramener une certaine chaleur dans le haut du nuage. Enfin, voilà, il y a quelque chose de beaucoup plus espacé. Et puis aussi, je crois que lui aussi renoue d'une certaine manière avec l'impressionnisme, en tout cas dans le rapport au paysage, aux effets changeants, à la volonté de capter les mouvements de la nature. On garde quelque chose d'impressionniste. En effet, peut-être que ça évoque plus la mosaïque que le pixel. Je suis assez d'accord. Bon, en tout cas, j'ai déjà passé pas mal de temps avec les néo-impressionnistes et il est temps qu'on voit un petit peu autre chose. Et surtout, l'autre courant. Vous vous rappelez qu'on s'était dit, Gauguin, lui, ça ne lui plaît pas le côté division, il préfère les aplats. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Voilà, exactement, Hélène. Parfait, Elena, vous faites ma transition. Qu'est-ce qui se passe du côté de Gauguin? Eh bien, Gauguin, en 1886, part en Bretagne, une première fois, à Pont-Aven, hein, donc dans ce petit village du Finistère. Il repart puis il revient en 1888 et c'est vraiment 1888 à Pont-Aven qu'on va marquer comme étant un moment de nouveau de rupture. Alors volontairement, je ne vous ai pas mis un Gauguin, je vous en montrerai après. Là, on va plutôt s'intéresser aux artistes qui ont évolué autour de Gauguin, puisque lui, on a dit qu'il rentrait plutôt dans la catégorie des inclassables. Vous en conviendrez, on n'est pas du tout dans la même logique. Et pourtant, on est parfaitement dans les mêmes années. Et je crois que c'est ça qui est passionnant avec le post-impressionnisme, et c'est pour ça qu'il est aussi difficile à définir, c'est que si on part, pourquoi pas, on part du même point de départ qui serait les impressionnistes, alors les directions qu'on choisit sont radicalement opposées si vous comparez le cirque et le pardon de Pont-Aven. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez de ce tableau d'Émile Bernard? Est-ce que vous voyez quel est le choix? Donc là, ici, même si je trouve que c'est un peu dur toujours de donner... Pardon, excusez-moi. Les commentaires qui m'ont fait rire, mais c'est toujours un peu dur de donner des catégories et des titres. En général, on parle de synthétisme ou de cloisonnisme ici. Exactement, je vois beaucoup de réponses qui sont importantes. Alors, que vous ne soyez pas sensible à l'esthétique, ça me fait rire et je comprends hein, qu'on soit plus ému devant un tableau de Signac que devant celui d'Émile Bernard. Mais par contre, c'est extrêmement important du point de vue de l'histoire de l'art. On peut ne pas aimer du tout. Hein. Pourquoi? C'est important parce que justement, ce que j'ai lu, il y a plusieurs choses. En effet, le point de vue qui est choisi est quand même un peu surprenant. En théorie, c'est une scène de quotidien, une scène de plein air. Donc là, on peut se dire, ok, on voit les similitudes. Mais dis donc, il n'y a pas de ciel, il n'y a pas d'horizon, il n'y a pas de volume. On ne sait pas où on est. Et l'espace est coupé de manière quand même très étrange, puisque vous voyez qu'il cadre de manière à couper le parapluie rouge ici, à couper le bras de cette jeune femme ici. En effet, la couleur est posée en aplat, avec très très peu de nuances dans les tons. Le jeu de la perspective, hein, en fait, c'est un retour, j'espère que ça ne va pas sembler un peu snob, mais un retour à la planéité
de la peinture et du support. Mais ce sera quelque chose, Maurice Denis notamment, va beaucoup s'interroger là-dessus. Finalement, une peinture, ce n'est qu'une surface plane sur laquelle on met des couleurs. Et c'est là-dessus que s'interrogent les artistes. Alors comme ça, peut-être que vous n'y êtes pas sensible, mais en fait, c'est la conquête par la peinture de sa propre autonomie. C'est extrêmement important dans l'histoire de l'art, mais c'est un petit peu spécial au regard, j'en conviens. Pourquoi est-ce qu'on parle de cloisonnisme? Aussi parce qu'il y a ce cerne noir très marqué. Hein, vous le voyez, autour de chaque forme, on a ce cerne extrêmement marqué. Et donc Émile Bernard, Paul Gauguin partent ensemble à la fête du pardon dans Pont-Aven, donc une fête religieuse, et tous les deux reviennent avec des tableaux qu'ils vont créer quasiment au même moment. Donc ce qu'on appelle l'école de Pont-Aven. Alors en réalité, il y a eu des artistes avant Gauguin, mais nous, quand on utilise ce terme, on parle de ces artistes qui travaillent autour de Gauguin. Et je ne veux pas faire de la philosophie de comptoir, mais je dirais que Gauguin a tendance à aimer diriger et expliquer aux artistes comment faire. Donc, il va un peu s'inscrire comme maître de l'école de Pont-Aven, alors que je crois qu'en tout cas à ce moment-là, en 88, entre Bernard et Gauguin, il faut voir une véritable émulation. C'est l'un et l'autre qui s'influent et pas Gauguin qui mène la danse seulement. En tout cas, il y a une rupture à Pont-Aven. Là, on rejette complètement ce qui se passe du côté des indépendants et des néo-impressionnistes. On va faire autre chose. La peinture et la couleur, pour être forte et puissante, non, elle ne doit pas être décomposée. Ça doit être de larges espaces d'aplats colorés, associés les uns aux autres, cloisonnés dans un premier temps. Et il y aura une exposition en 1889 au Café Volpini, qui présentera ces artistes synthétiques et cloisonnistes. Et en même temps, quasiment en même temps en tout cas, en parallèle, eh bien, on a... Ah, pardon, je vois vos messages. On a donc, oui, tout à fait, on a la naissance donc des nabis. Et en effet, je vous... oh, attendez, pardon, je reste sur Émile Bernard une seconde avant de parler du talisman, parce que Odile, je vois votre remarque sur les émaux, et peut-être que quelqu'un l'avait dit avant, il m'a semblé le voir passer, c'est tout à fait juste. Évidemment, le synthétisme, le cloisonnisme, il naît aussi de l'observation d'autres techniques artistiques et donc de l'observation des émaux, hein, et de cette manière dont chaque élément et de l'art du vitrail également. Chaque élément va être, chaque élément, je vais y arriver, vont être séparés les uns des autres, absolument. Hein, Bernard et les autres vont être ensuite regroupés sous ce terme de nabi qui veut dire prophète. Et je veux terminer quand même avec l'école de Pont-Aven. Pourquoi aller en Bretagne? Eh bien oui, justement pour ces bécassines, figurez-vous, parce que pour Gauguin, pour ces artistes, il y a dans ce fin fond du Finistère quelque chose de très authentique, de très vrai, de très lointain. Et en effet, je vous vois lire, désolé, on ne pourra pas parler de tous, mais chez les nabis, il y a Bonnard, hein, Pierre Bonnard, mais qui lui aussi ensuite va prendre de la distance avec le courant nabi. Et l'exposition Morozov présentait le cycle de la Méditerranée, hein, qui est en effet un cycle absolument sublime. Mais on n'est pas là tout de suite pour parler de Bonnard, même s'il appartient au courant des nabis. Nous, on va s'intéresser pour parler de ce mouvement à Paul Sérusier avec son talisman ou la veine au bois d'amour. En effet, le terme souvent qui naît très vite, là quand on voit cette œuvre, on a envie de parler d'abstraction. Et de nouveau, on est dans cette Bretagne sauvage complètement. La Bretagne, hein, c'est le premier Tahiti de Gauguin. C'est cette contrée sauvage où la vie proche de la nature existe encore. Et c'est ça qui séduit Gauguin à Pont-Aven. Alors de nouveau, on est toujours à Pont-Aven, là vous l'aurez bien compris, avec, rappelez-vous, ce Gauguin qui explique un peu aux jeunes artistes comment faire. Et je trouve que le talisman, il est très marqué par ça, parce qu'au dos de l'œuvre, eh bien, Paul Sérusier a écrit le titre de l'œuvre, donc La veine au bois d'amour, par Paul Sérusier, sous la direction de Paul Gauguin. Comme pour un mémoire, où on mettrait sous la direction de son directeur de mémoire, il l'a fait sous la direction de Gauguin, c'est-à-dire qu'alors qu'il réalise cette toile, eh bien, il est accompagné par Gauguin qui lui donne des idées, qui lui explique comment faire. Et je trouve ça intéressant parce que pour moi, alors vous m'excuserez si vous trouvez que je vais trop loin, mais je crois que Sérusier va plus loin que Gauguin dans la recherche par rapport à la couleur, plus loin que Gauguin n'ira jamais, même dans ses tableaux polynésiens.
Et donc c'est intéressant alors sans dire que l'élève dépasse le maître, en tout cas, il propose autre chose. En effet, on est, face à une œuvre qui peut évoquer une première abstraction. Alors, peut-être que vous vous posez aussi la question de pourquoi le talisman, la veine au bois d'amour? En fait, à l'origine, il s'appelle la veine au bois d'amour ou bois d'amour à la veine, on trouve les différents titres et c'est quand, imaginez Sérusier rentrer, il va à l'Académie Julian, il montre son œuvre. Le bois d'amour, c'est l'endroit qui est peint. Il montre son œuvre à ses copains, vraiment c'est ça, à ses amis, aux jeunes artistes autour de lui, et il déclenche quelque chose. Il déclenche un mouvement, une interrogation, tout le monde se met à discuter de ce tableau, et ils vont faire le choix que cette œuvre soit le point de départ de leur nouveau groupe, les Nabis, qui veut donc dire prophète, et rebaptiser cette œuvre le talisman. Donc ils vont changer le nom. Et je crois que c'est important aussi ce nom de talisman. Parce que qu'est-ce que ça évoque le talisman? Il y a quelque chose de très mystique. Et ça, c'est le cas dans la démarche de Gauguin, dans celle d'Émile Bernard, ce sera celle de Maurice Denis aussi, de Bonnard au moins en partie, de Sérusier sans aucun doute. Il y a quelque chose de très très mystique et symbolique, exactement, c'est pour ça qu'on parlera un petit peu du symbolisme après, chez les Nabis, que de nouveau, il n'y a pas chez les néo-impressionnistes. Et là encore, ils s'opposent. Ils n'ont pas du tout la même approche. Là où Seurat se passionne pour la science, au contraire, les Nabis la tiennent à distance. C'est un monde magique qu'ils vont dévoiler à travers la couleur. Alors, je reprends rapidement le tableau. On n'est pas tout à fait dans l'abstraction puisqu'on peut reconnaître un petit chemin que vous voyez ici, le moulin bleu qui est au bout du chemin, les arbres, même si les troncs sont bleus, j'en conviens. Et puis ensuite, hein, c'est le reflet, bien sûr, de ce paysage qu'on trouve ici. C'est un tout petit tableau, hein, qui est exactement un peu comme une amulette, quelque chose de très précieux. Alors, je me permets de le préciser. En plus, c'est les vacances. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont prévu de venir à Paris pour les vacances. Malheureusement, évidemment, le musée d'Orsay est extrêmement animé, bondé, pour ne pas le dire autrement, pendant les vacances. Ceci dit, ils ont fait une très très belle nouvelle scénographie pour les post-impressionnistes, justement. On avait l'habitude du 5e étage avec la galerie impressionniste et ensuite il fallait descendre au 2e, chercher les Nabis, on ne savait plus trop où ils étaient. Et bien maintenant, ils sont vraiment dans la continuité de la galerie au 5e étage et vous avez justement, ben voilà, vous avez pu les voir, vous les avez ensemble, le talisman de Paul Sérusier et le pardon de Pont-Aven qui ne vous a pas énormément séduit pour certains d'entre vous. Figurez-vous qu'il est considéré comme extrêmement important et qu'il a été acheté, enfin, j'oublie, excusez-moi, le terme officiel, œuvre reconnue comme d'intérêt de patrimoine national. Et donc, il a été acquis avec le soutien de mécénat par le musée d'Orsay en 2019. Bref, les Nabis se regroupent ensemble à peu près, hein, là aussi je simplifie, mais de 1888 à 1903. Ils vont travailler, se donner des petits noms, le Nabi japonisant, le Nabi, etc. Et donc vous avez parmi eux, hein, comme je vous le disais, Maurice Denis ou Pierre Bonnard. Ils vont réaliser un certain nombre d'expositions et quelque chose, là aussi je vous en parle très brièvement, mais que vous l'ayez à l'esprit, qui me semble important à souligner aussi, c'est que les Nabis vont aussi s'intéresser aux autres pratiques artistiques, c'est-à-dire qu'ils vont faire des paravents, ils vont faire des décors, ils vont faire des éventails, ils vont s'intéresser à tout un peu à l'exemple du mouvement Arts and Crafts, donc en Angleterre, avec l'idée que l'art doit être partout et que l'art est aussi décoratif. Et puis en poursuivant toujours cette logique de planéité, hein, tous les plans au même niveau et avec un jeu d'aplats de couleurs très important dans leur travail. Et puis, s'ils ont érigé Gauguin en grand maître, ils mettront à ses côtés Cézanne, qu'ils admirent énormément et qui va être très important dans le regard des Nabis également. Alors, j'avance un petit peu. Et alors après, hein, évidemment, il y a bien d'autres artistes qui appartiennent à ces courants. Je crois que les Nabis, on les a un peu mis de côté pendant un certain nombre d'années et que là, ils sont quand même de plus en plus présentés. Mais par contre, j'entends parfaitement, Daniel, vous n'êtes pas du tout la seule. C'est quand même des démarches qui sont assez radicales et donc c'est assez particulier. Tout à fait, c'est au 5e étage, Isabelle.
Alors le symbolisme, là, on rentre encore dans autre chose, mais j'ai quand même voulu, l'intégrer au post-impressionniste parce que, encore une fois, déjà, Odilon Redon, eh bien, il est là à l'exposition impressionniste donc de 1886 et que lui aussi, il va être énormément regardé par tous les artistes de cette période, mais il est un peu inclassable. Alors il est quand même, voilà, on le met dans l'école symboliste. Alors, je choisis aussi de l'associer à ce courant symboliste, et Odilon Redon aussi est très, très bien présenté maintenant au musée d'Orsay, dans une dernière salle qui est vraiment magnifique, justement, qui clôture cette galerie. Qu'est-ce que c'est le symbolisme? Bonne chance, hein, parce que là, on va remettre là aussi en paquet tout un tas d'artistes qui ne correspondent pas vraiment les uns avec les autres, puisqu'on peut y associer Gustave Moreau, on peut y associer Puvis de Chavannes, mais on va garder plutôt en tête Odilon Redon. Pourquoi? Parce qu'il me semble quand même rentrer dans la continuité de ce qu'on a vu. En effet, il y a un peu le phénomène de l'icône ici, l'intérêt pour l'icône byzantine. Et ça, c'est quelque chose qui est partagé par les nabis. Il y a cette recherche de mysticisme, de spiritualité, partagée par les nabis également. Et puis, surtout, il y a l'intérêt pour la couleur. Et c'est ça, et c'est pour ça que je l'ai choisi lui plutôt que Moreau ou un autre, parce que de la même manière que pardon, j'ai perdu mon terme. Oui, voilà, que Seurat s'intéresse à la manière dont on doit associer les couleurs ensemble pour créer certains effets. C'est exactement l'interrogation de Redon, avec ses bleus très intenses et cet or. En fait, il est en train spirituellement de créer quelque chose en couleur. Donc, c'est en effet une palette restreinte qui est extrêmement réduite. Et alors, j'espère ne pas vous perdre, mais qui est très, très marquée par ce qu'on appelle la théosophie. La théosophie, c'est ce courant de spiritualité à la fin du 19e siècle qui va mêler, si vous voulez, différentes religions pour comme si on essayait, je vous m'excuserez, je simplifie, mais comme si on essayait de trouver une religion qui les explique toutes, qui puisse toutes les mêler. Et donc, on va retrouver parfois dans des mêmes tableaux des références au bouddhisme, au christianisme, aux druides, donc qui appartiennent aux anciennes religions. Et c'est ça, souvent, que met en scène Redon, c'est des druidesses, des prêtresses. Et les prêtres de la théosophie vont écrire des traités de couleurs. Quelles sont les couleurs les plus spirituelles? Et il se trouve exactement, c'est une forme de syncrétisme, il se trouve qu'un prêtre théosophe, justement, parle de l'association du bleu de cobalt, notamment, alors pour créer une sensation, une recherche, une quête hautement spirituelle. Et donc, on est tout à fait là-dessus, mais on peut reconnaître dans le bleu absolument les couleurs qui étaient utilisées pour les vêtements de la Vierge. Et puis, on a évoqué l'icône byzantine, donc on n'est pas tout à fait loin toujours de ces représentations chrétiennes. On est, voilà, dans cet entrecroisement, cet entremêlement. Et il faut aussi imaginer qu'il y a un refus de la part de Redon et des symbolistes de tout ce qui s'apparente au positivisme. C'est ça le grand refus, si vous voulez. Ce que Redon et les autres disent, et les nabis disent un peu ça aussi, c'est arrêtez de vouloir tout expliquer, arrêtez de faire disparaître la magie et la poésie du monde. Au contraire, rien n'est explicable. Et ce que la peinture doit transmettre, c'est tout ce qui est inexplicable dans le monde. Absolument. On se replonge, en tout cas, on regarde énormément l'art médiéval chez Redon et chez les symbolistes. Je me permets de préciser aussi, parce que Redon, vous le connaissez aussi peut-être à travers d'autres œuvres. Est-ce que vous avez en tête ces grandes araignées toutes noires, un peu effrayantes, avec des gros yeux et un grand sourire sur la tête? Parce qu'en fait, Redon, pendant toute la première partie de sa carrière, n'a travaillé que l'estampe, le fusain et les noirs, donc en noir et blanc. Pendant toute la première partie de sa carrière, il ne travaille qu'en noir et blanc. Et c'est justement le contact avec ces nouveaux artistes qui vont le faire plonger dans la couleur. Et toute la deuxième partie de sa carrière, par contre, n'est que couleur. Passionnant. Je vous montre un dernier Redon parce que vous aurez compris que moi, j'aime beaucoup et je suis extrêmement sensible au travail de cet artiste. Lui aussi, eh bien, va travailler le décor. Ici, les arbres sur fond jaune. Donc, ils sont réalisés pour Dormesy, donc un de ses grands mécènes. Il réalise comme ça 18 panneaux avec une prédominante de jaune et bien sûr la thématique de la nature qui est omniprésente, avec un choix de cadrage très intéressant, tout à fait, qu'on peut tout à fait associer au symboliste également.
Et en même temps, on a l'impression de distinguer des choses et on n'est pas sûr. Il y a quelque chose de très animiste dans la nature de Redon. Donc on sent le mouvement et peut-être une présence des animaux, quelque chose. Bref, il y a beaucoup donc d'éléments à retrouver dans ce tableau. Désolée Nicole, je sais que parfois je vais un peu vite, je vous prie de m'excuser. Ici, donc, je termine, excusez-moi, avec cette présentation des grands mouvements pour vous parler ensuite, donc, eh bien, des inclassables, de ces quelques artistes que je ne rentre pas et qu'on a tendance à ne pas intégrer donc, dans ces œuvres. Juste pour répondre aux questions qui s'interrogeaient sur l'œuvre précédente. Alors, il y a un visage ou pas, c'est à vous de choisir ou de décider. Je crois que ce que Redon nous laisse, c'est la possibilité d'en trouver un, en tout cas. Alors oui, je vous montre la salle fauve à travers Albert Marquet, pas trop le choix, même si c'est pas forcément le plus marquant, ça reste tout à fait intéressant. Marquet, un artiste très très intéressant de toute façon, mais c'est de lui presque que va naître le terme fauve, puisque donc cette appellation est inventée en 1905, alors pardon, en 1905, et je vous réponds après, que l'exposition du Salon d'automne s'ouvre. Et que se passe-t-il lors de cette exposition du Salon d'automne? Il y a une pièce dans laquelle des tableaux aux couleurs vives et explosantes vont perturber, on va dire, le regard des artistes, et des artistes, des critiques surtout. Et Camille Mauclerc s'exprime en voyant une œuvre de Marquet dans la salle fauve, une sculpture. C'est Donatello dans la cage aux fauves. Et Sorella, donc je pense qu'on peut l'associer plutôt, justement, il arrive quand même, je trouve ça dur de dire qu'il est impressionniste, parce que il travaille quand même beaucoup plus tard que les impressionnistes à proprement parler, mais voilà, il s'inscrit par contre dans cette évolution et dans ce rapport à la nature, et en conservant quelque chose d'impressionniste. Ceci dit, je dis ça, mais il y a des artistes aujourd'hui qui se déclarent impressionnistes, donc pourquoi pas. Mais on ne peut pas dire qu'il a appartenu au mouvement parisien de 74 à 86, mais bien sûr extrêmement marqué par cette approche de la représentation des scènes quotidiennes et du paysage. Rebasculement sur mes fauves. Donc, la cage aux fauves, elle aussi, bien sûr, elle s'inscrit dans ce déroulé, dans cette évolution de la couleur, parce que ce cerne bleu qui en effet peut perturber un peu, qu'on retrouve chez Vuillard également, eh bien en fait c'est vraiment un choix de rompre avec le mimétisme des couleurs, mais qu'on avait déjà en partie dans le tableau de Sérusier. Mais c'est ce que vont faire les fauves, et c'est pour ça que, alors, encore une fois, je pense que les chronologies des historiens de l'art sont très bien faites et nous aident beaucoup. Mais moi, je préfère m'arrêter en 1905 parce que j'ai quand même l'impression qu'avec le fauvisme, eh bien, on entre dans les avant-gardes avec Derain, avec Braque, avec Matisse. Là, on a une vraie rupture et quelque chose complètement différent qui s'ouvre. C'est la naissance de l'art moderne. Et d'ailleurs, les collections d'Orsay s'arrêtent en 1905. C'est pour ça qu'il y a très peu de fauves à Orsay et qui sont plutôt à Pompidou, mais ça me permettait au moins d'évoquer la salle fauve. Et puis Matisse au travail, puisque Matisse est quand même le grand nom donc de ce courant, et celui qui va marquer par la femme au chapeau, qui va bouleverser toute la critique. Voilà comment est-ce qu'on pourrait terminer les grands courants post-impressionnistes. Maintenant, en quelques minutes, je vais me permettre donc de vous présenter ce que j'ai appelé les inclassables, qu'on appelle en général les inclassables. Et je me permets une petite citation de Mallarmé, même si en réalité Mallarmé est sans doute plus à rattacher au symbolisme. Voilà ce qu'il nous dit: peindre non la chose, mais l'effet qu'elle produit. Et je trouve que c'est extrêmement bien définir tout l'art de la fin du 19e siècle, en fait. Je crois que Mallarmé, là-dedans, englobe l'évolution, l'effet qu'elle produit. Ça peut vouloir dire plein de choses, mais oui, voilà, je trouve qu'il a tout dit. Tellement efficace, cette citation de Mallarmé, que je me suis permise de l'emprunter, même si en réalité, elle est légèrement antérieure aux œuvres qu'on va pouvoir découvrir ensemble. Alors, là, je vais vous laisser parler un petit peu. Toulouse-Lautrec, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en dites de notre Toulouse?
Est-ce que vous êtes des habitués de ses œuvres? Qu'est-ce qu'il a, même s'il est peut-être un peu moins finalement représenté que les autres artistes, voilà, moi je crois qu'en effet, on a souvent une grande appréciation, une grande affection pour cet artiste et qui est très moderne. Pourquoi est-ce que du coup on dit qu'en général il est si moderne, notre Toulouse? Déjà parce que dans le choix du cadrage, quelque chose de très étonnant. Là, en effet, les personnages que Toulouse va représenter sont souvent des personnages un peu à la marge. C'est un artiste qui a énormément traité le monde de la prostitution, qui a énormément traité aussi le monde des cabarets, du spectacle, tout ça, ça appartient, si vous voulez, à l'art de Lautrec. Ici, donc, une clownesse qui se prépare, et ce qu'il y a de tout à fait particulier, c'est la manière dont il choisit de la mettre en scène. C'est pas, voilà, la toilette très délicate de Degas. Non, elle accroche son grand tutu jaune, et de ce jaune extrêmement intense qui vient complètement animer la toile. Et en même temps, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais il y a dans l'angle ce miroir et ce personnage qui entre. Et il y a quelque chose d'un peu effrayant, je trouve, en tout cas personnellement, dans la figure de ce personnage, un admirateur, un amant, le directeur, qui est là, en tout cas il arrive beaucoup plus austère, alors qu'elle est complètement concentrée intensément dans son activité pratique. En effet, c'est une autre manière de présenter le corps féminin et encore une fois, la prostitution qui est quand même un sujet très très important à Paris à ce moment-là. Et donc Lautrec va devenir le grand, si vous voulez, il invente presque l'iconographie de la bohème. Il donne un style à ses affiches, puisque ça va être aussi un grand artiste affichiste, extrêmement novateur. Et cet art qui doit se diffuser partout, eh bien, je crois que Lautrec va le faire d'autant plus. Il va finalement être peut-être plus efficace que ses compatriotes nabis. Aussi, il faut imaginer que c'est un artiste qui a beaucoup travaillé le pastel, hein, Lautrec, et qui, quand il est à l'huile, joue quand même sur la technique du pastel. Je lisais voilà, sur l'inachevé, ou plutôt sur la réserve, qu'en effet, c'est très important aussi la réserve chez Lautrec. Et donc, là où on disait que les œuvres impressionnistes étaient inachevées parce qu'elles n'étaient pas assez précises, eh bien, ces artistes vont aller encore plus loin en laissant carrément des parties de la toile non peintes, en laissant la réserve donc animer le travail. Et bref, Lautrec, c'est une vie très particulière aussi, hein, bien sûr, puisqu'il a souffert d'une maladie génétique qui l'a empêché de se développer correctement, son corps de se développer correctement. Il a été alcoolique à peu près toute sa vie ou presque, et donc il meurt très jeune à 36 ans. Mais en cette carrière très courte, eh bien, il a quand même complètement bouleversé le code en particulier de l'affiche. Et oui, c'est vrai qu'on a un peu un jeu qu'on peut associer à Velázquez. Alors, je voulais vous présenter Lautrec. Maintenant, je passe au deuxième qui est absolument essentiel aussi, puisqu'on va parler de Paul Cézanne. Paul Cézanne, la particularité, si vous voulez, par rapport aux autres artistes qu'on a pu évoquer ensemble ce soir, c'est qu'il a vraiment participé au début du courant impressionniste, puisqu'il est là lors de la première exposition en 1874. Comme je vous l'ai dit, il n'a participé qu'à 2 expositions, mais il a eu un moment profondément impressionniste dans sa carrière. Et pourtant, aujourd'hui, Cézanne est beaucoup plus considéré comme un artiste qui a influencé les avant-gardes que Monet. Alors attention, je ne dis pas que Monet n'ait pas réalisé des choses extrêmement importantes, hein, entendez-moi bien. Mais quand Picasso et Matisse vont parler de leurs références, ils vont beaucoup plus parler de Cézanne que de Monet. Alors pourquoi ? En effet, face à une nature morte, nous, on peut être un peu moins sensible que face à un beau paysage. Et pourtant, Cézanne révolutionne l'art à travers sa nature morte. Vous savez qu'il était fasciné par ses pommes et ses oranges qui l'ont accompagné toute sa vie. Alors là, je voudrais vous interroger et vous inviter à observer surtout les pieds de la table, enfin le pied. Vous voyez le pied de la table ici, et puis le reste, est-ce que
Alors, est-ce que vous voyez le reste de la table? Est-ce que vous voyez un deuxième pied? Est-ce que vous pourriez me dire qu'est-ce qui se passe là, au coin, en haut, à gauche? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous m'excuserez pour le vocabulaire, je me moque un petit peu, mais c'est qu'en fait, Cézanne, là, il est en train de faire quelque chose d'exceptionnel. Il est en train de complètement rompre avec la règle de la perspective. C'est pas la même chose que les nabis qui écrasent les plans. C'est vraiment un jeu de déconstruction de la perspective. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la construction que nous propose Cézanne. Un peu comme si la perspective avait été éclatée, déstructurée et réassemblée. Et bien sûr, ou en tout cas peut-être que pour certains d'entre vous, ça fait déjà tilt, c'est la naissance avant l'heure, entre guillemets, d'une sorte de pré-cubisme. Mais donc, évidemment, cette logique, cette interrogation sur la manière dont déstructurer la perspective va complètement bouleverser toutes les notions ensuite des peintres du début du XXe. Sur, sur la carrière de Cézanne, je me permets de revenir rapidement sur le fait que ses débuts sont quand même pas extrêmement évidents. Il va mettre beaucoup de temps à être reconnu, Cézanne, comme la plupart des impressionnistes, mais même peut-être un petit peu plus longtemps que les autres. C'est 1895. Hein. 1895, il y a une grande exposition Cézanne qui est organisée et là, tout change, puisque notamment les jeunes artistes, Maurice Denis, un habit, va peindre l'hommage à Cézanne et là, tous les jeunes artistes, toutes les nouvelles générations vont le regarder et se passionner pour lui. Et en effet, avant ça, la jeunesse de Cézanne était assez différente, Thierry. Bien sûr, l'autre motif d'obsession de Cézanne, c'est la Sainte Victoire. Et de nouveau, on retrouve cette même recherche de géométrisation de la nature. Hein. C'est ce que dit Cézanne. Toute la nature peut être comprise à travers un certain nombre de formes géométriques. Donc, on a encore une autre proposition ici. Vous voyez ce qui rend tout à fait difficile l'identification du post-impressionnisme. On a vu la division optique, on a vu les aplats de couleurs. Ici, ce qu'interroge Cézanne, c'est la place du volume. Et c'est réinterroger la perspective, la conserver ici, mais en la travaillant donc d'une manière différente, en simplifiant aussi, en synthétisant, en éliminant des éléments. Et c'est tout ce que disait Mallarmé. Il ne s'agit pas de ne présenter que la Sainte Victoire comme une photographie aurait pu le faire. Il s'agit de présenter le point de vue de Cézanne sur la Sainte Victoire. Je vous montre juste une œuvre de la fin de sa carrière, toujours face à la Sainte Victoire, qui montre la profonde modernité des dernières années de la vie de Cézanne. 1900-1906, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel dans l'art de Cézanne. C'est sans doute les œuvres qui vont être le plus admirées par ses tout jeunes contemporains, avec une liberté dans la touche, un abandon peu à peu du mimétisme, et puis toujours cette quête obsessionnelle, hein, notamment autour de la Sainte Victoire, mais autour d'autres œuvres également. Bah, vous voyez, je suis ravie que ça vous plaise et que vous soyez sensible à ces derniers travaux. Quelqu'un me parlait d'aquarelles. Les aquarelles de la fin de carrière de Cézanne sont magnifiques également. Et alors, je n'ai pas tout à fait... Alors, oui, Marie-Christine, je me permets de rebondir sur ce que vous disiez. Bien sûr, là aussi, hein, c'est des artistes qui invitent... Alors, les deux, même si Cézanne travaille toujours au pinceau, le couteau à palette est un outil qui va être très important pour nos artistes de la fin du 19e, parce qu'il permet de travailler la matière picturale de manière tout à fait différente aussi. Et simplement pour préciser que certaines œuvres de Cézanne de ces années-là sont inachevées parce qu'il est de plus en plus affaibli à cause de son diabète et il n'arrive pas toujours à terminer ses œuvres. Hein. Donc parfois, c'est un inachèvement qui est malgré lui. Alors, vous avez raison, Sylvie. Il y a peu d'œuvres tardives dans les musées français. Je réfléchis en tout cas... oui, ceux auxquels je pense sont à Londres et à Moscou, dans les exemples qui me viennent en tête. Mais parce que Cézanne, il a surtout été... Alors, un des deux grands amoureux de Cézanne auxquels je pense là tout de suite, c'est Samuel Courtauld, donc à Londres. Courtauld qui va énormément admirer Cézanne, qui va beaucoup le collectionner.
Et puis, bien sûr, Morozov, hein, justement, qui a été présenté à la Fondation Louis Vuitton et pour qui, Cézanne va être un point d'ancrage très important et donc en fait, c'est les collectionneurs ensuite qui lèguent leur collection et qui nous permettent, d'avancer. Alors je termine rapidement. Gauguin. Moi, je vous le cache pas, Gauguin, parfois, je suis un petit peu moins sensible et c'est pour ça que j'ai choisi une de mes œuvres préférées de Gauguin, mais qui est pas forcément, la plus parlante peut-être si vous connaissez bien cet artiste que je trouve très intéressante, ce paysage tahitien avec ce rapport à la couleur, bien sûr. Donc Gauguin, il va avoir cette quête, la même quête qu'il avait en Bretagne, il la poursuit plus loin. Il cherche une sorte de nature sauvage. Ce que je trouve un petit peu particulier avec Gauguin, c'est que bien sûr, il la fantasme complètement. Il cherche quelque chose qui n'existe que dans sa tête et s'il ne le trouve pas, il le réinvente. Mais il a une approche de la couleur qui est absolument exceptionnelle, qui a bouleversé les nabis, vous l'aurez compris, et qui va bouleverser donc la jeune génération aussi. Il va énormément, hein, donc, pardon, les nabis, pas la jeune génération, les artistes d'avant-garde, c'est ça que je voulais dire. Gauguin, pour le XXe siècle, mais c'est quelqu'un qui va être absolument essentiel, que tout le monde va regarder. Mais même avant ça, Odilon Redon, il regarde beaucoup, beaucoup Gauguin également. Et par contre, on l'attend plutôt avec ce type de réalisation. Donc, bien sûr, ce qui marque, excusez-moi, chez cet artiste, c'est progressivement un abandon du mimétisme de la couleur. Et c'est d'ailleurs ça qu'il va énormément reprocher aux impressionnistes. Il va leur dire, ben, ça va pas du tout, vous, les impressionnistes, parce que vous êtes restés bloqués dans l'imitation de la nature. Oui, vous avez pris quelques libertés, mais vous n'avez pas réussi à abandonner le côté mimétique de la peinture, alors que ici, le choix de Gauguin, avec des œuvres comme celle-ci, eh bien, de plus en plus s'éloigne de la nature et toujours cette quête qu'on peut rapprocher au symbolisme d'admiration pour si vous voulez, ces cultes un peu mystérieux, ces légendes anciennes. Et donc ici, il a pris en réalité un petit motif maori et qui l'augmente, qui l'agrandit pour en faire une sculpture monumentale auprès desquelles des femmes viennent prier. En tout cas, c'est ça l'œuvre de Gauguin qu'elle invite le spectateur à faire, c'est se plonger dans un monde de symboles, de mystères, de questionnements. Et d'ailleurs, ça n'aura pas beaucoup de succès, hein. Il revient pour présenter ses œuvres dans les années 1890. Tout le monde est un peu sceptique à ce moment-là, sauf quelques artistes qui l'admirent. Et donc, Gauguin repart pour ne jamais revenir. Oui, elle est très forte, Ararea. Et je termine bien sûr avec celui donc, qui nous occupera la semaine prochaine, mais donc je vous présente quand même rapidement notre Van Gogh avant de terminer. On ne peut pas parler du post-impressionnisme sans parler de Van Gogh. Lui aussi, il croise, hop, il passe à côté des impressionnistes. Et puis, il va choisir une voie qui est différente. Alors, c'est quand même très particulier, la carrière de Van Gogh, parce qu'en fait, finalement, ça se réduit à quelques années, mais avec une productivité qui est absolument exceptionnelle. Simplement pour résumer un peu ce qu'on a vu ensemble. Qu'est-ce que les impressionnistes ont amené? Ils ont amené une liberté de la touche qui est nouvelle. En effet, on la retrouve chez Van Gogh. Ils ont amené des sujets qui sont nouveaux. Et alors, on peut les retrouver chez Van Gogh, mais attention, je reviendrai à l'autoportrait après, la méridienne, on peut se dire oui, pourquoi pas. C'est une sorte, la méridienne ou la sieste, hein, c'est une sorte de sujet impressionniste, on est à l'extérieur, le quotidien, la nature, les meules de foin qui évoquent Monet, mais en réalité, évidemment, c'est une reprise d'une œuvre de Millet, qui est un grand peintre réaliste et que Van Gogh admire énormément. Et puis, la couleur. Là, évidemment, l'association du jaune et du bleu, c'est une réflexion sur la couleur qui anime absolument tous les artistes de cette période. Et puis donc nous, quand on sera amené à parler de la figure de Van Gogh la semaine prochaine pour ceux qui seront là, l'objectif ce sera bien sûr de dérouler un petit peu sa biographie, peut-être de s'interroger sur ce qui a été dit, pourquoi est-ce qu'on a fait de Van Gogh un artiste maudit, l'était-il vraiment? Donc on reviendra là-dessus un petit peu plus en détail.
Et je termine juste avec cet autoportrait parce que je trouve assez fascinant ici. Plusieurs choses. De nouveau, l'association de la couleur. Ici, le bleu et sa complémentaire. Donc, le bleu et l'orange, hein, avec la barbe de Van Gogh. Le choix qu'il ait porté cette jolie redingote par rapport à la vareuse de travail dont on sait que c'est ce qu'il porte quasiment en permanence. Évidemment, ces spirales complètement envoûtantes, mais ce qui est assez fascinant, étonnant, c'est qu'on a comme l'impression que l'arrière-plan, si vous voulez, envahit même Van Gogh avec des touches de bleu, je ne sais pas si vous le voyez, mais qui s'invitent sur le visage de l'artiste. Et puis surtout, ce que je voulais signaler, et vous l'aurez compris puisque je pense que je l'ai quand même évoqué plusieurs fois au long de la conférence, mais c'est l'importance de ces artistes sur le XXe siècle, parce que vous irez chercher si vous ne l'avez pas en tête, mais pour moi, l'autoportrait en bleu de Picasso, il doit énormément à ce tableau-ci. Alors, on n'est pas tout à fait sûr que Picasso ait vu Van Gogh en vrai à ce moment-là, mais en tout cas, il l'a pour moi en tête, et toute la période bleue de Picasso, même si elle répond à plein d'autres choses, elle répond aussi à la manière dont Van Gogh s'est saisi du bleu, parce que vous le voyez on est déjà presque face à une œuvre monochromatique. Et vous avez parfaitement raison, Hélène, et j'en parlerai évidemment, la ronde des prisonniers à la Fondation Morozov, c'était exceptionnel de le découvrir, et dans ces conditions, pour les gens qui ont eu la chance d'y aller, mais je sais que ce n'est pas forcément évident, on n'a pas tous envie d'aller à Paris, mais du coup, on aura l'occasion d'en parler ensemble. 2 petits conseils de lecture. Et puis, je vous laisse profiter de votre soirée. Donc, John Rewald, le post-impressionnisme, là, c'est vraiment un ouvrage d'historien de l'art, si vous voulez vous plonger là-dedans. Et quelque chose, un livre qui est tout à fait bien... comment dire, moins lourd, vous m'excuserez l'expression, mais qui se lit très facilement, qui parle du post-impressionnisme et qui s'intéresse aussi en détail à Van Gogh. C'est Van Gogh et le post-impressionnisme, que je trouve tout à fait accessible et agréable. Voilà, je vous remercie encore une fois. J'espère que c'était pas trop compliqué à suivre, malgré le fait que j'admets avoir quand même envoyé beaucoup d'informations d'un coup.